Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Le cycle Architecte Autrement propose un tour d'horizon des pratiques architecturales contemporaines post-diplôme à destination des étudiants de l'ENS à Marseille et des jeunes architectes diplômés et des plus âgés. Par le nombre et la qualité de ces intervenants, le cycle a pour but de montrer la diversité des métiers qu'il est possible d'embrasser à la fin des études et de susciter de nouvelles vocations. Chaque conférence est l'occasion pour deux invités ayant suivi et réussi le cursus d'une ENSA de raconter leur parcours professionnel. Ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir Aline Burl et Timur Ersen. Ils aborderont des questions liées au choix de leur métier, aux difficultés rencontrées, à leur emploi du temps, au travail quotidien et surtout au plaisir d'exercer. Aline, durant tes études d'architecture, tu t'engages dans l'association Synapse et fais grandir ton intérêt pour une pratique interdisciplinaire, hors les murs et à vocation sociale. Dans le prolongement, tu intègres un collectif dans lequel tu exerceras 5 années, sous la double casquette d'architecte et constructrice, voyageant au gré des chantiers en Europe et en France. En 2020, tu refais un passage sur les bancs de l'école dans les Vosges pour compléter et valider tes connaissances sur l'usage du matériau bois dans la construction. À ton retour dans le Sud, tu intègres l'atelier Luma, dans lequel tu coordonnes depuis un peu plus d'1 an la recherche, le développement et la production de matériaux à partir de ressources du territoire. Aline, je te passe la parole. Merci. Bonsoir. Merci Quentin et merci à Lisavi pour cette invitation et merci à vous d'être venus si nombreux et nombreuses ce soir pour nous rencontrer. C'était un exercice de préparation assez intéressant pour faire le bilan sur un cheminement depuis mes études jusqu'à aujourd'hui. C'est la première fois que j'avais l'occasion de faire ça. Et donc j'ai essayé de faire une présentation le plus honnête possible et orientée sur les coulisses un peu de la pratique et des pratiques que j'ai eues et des questions que je me suis posées à plusieurs moments pour me réajuster au fur et à mesure. Donc c'est une présentation chronologique en fait depuis la formation à l'ENSA Marseille et puis un premier travail dans un collectif d'architectes suivi d'un retour aux études et un nouveau travail que j'occupe actuellement à l'atelier Luma. Donc j'ai fait toute ma formation à l'ENSA Marseille et comme point de départ, je voulais évoquer deux ou trois événements qui m'ont influencée pendant cette période. Le premier, c'est un échange dans une école au Chili, à Valparaiso, avec une pédagogie que j'ai découverte là-bas qui met au centre le fait d'être à l'extérieur pour apprendre, d'observer et de cultiver son corps en même temps que son esprit dans un lieu donc ici qui s'appelle la Ciudad Abierta et qui propose donc des cours en plein air avec beaucoup de dessins et d'expérimentation à l'échelle réelle. Et donc c'est une école qui revendique un fort ancrage dans le territoire sud-américain et un engagement auprès des communautés qui l'habitent. Et par exemple, chaque année, il y a un voyage qui est organisé par les enseignants et les étudiants pour construire un ouvrage qui soit utile et qui soit offert à une population. Donc ça, c'était un peu mon premier rapport à la construction in situ et au chantier à vocation sociale. Et ça m'a éveillée à ces valeurs-là dans le rôle de l'architecte. Ça m'a marqué pour la suite. Et ça m'a montré aussi qu'il y avait d'autres façons de vivre l'apprentissage à l'école et qu'il y avait une voie où les étudiants pourraient être plus actifs, plus impliqués. Et j'ai eu envie d'emporter un petit peu de ça avec moi pour mon retour à Marseille, à l'école. Et c'est à ce moment-là, donc avec plusieurs amis, on a décidé de reprendre une association de l'école d'architecture qui s'appelle Synapse, qui avait d'abord vocation à permettre aux étudiants de sortir de l'école et de créer leur propre cadre d'intervention, trouver des espaces de liberté en fait hors de l'école. Et ce qu'on a commencé par faire, ça a été d'ouvrir cet asso à d'autres étudiants et jeunes diplômés d'autres disciplines, comme le design, l'urbanisme et le paysage.
Et en 2014, on s'est intéressé à la question du futur IMVT. On s'est interrogé sur sa préfiguration. À l'époque, c'était encore une idée lointaine. On a eu envie de questionner ses liens avec le quartier Belzunce et la Porte d'Aix. Donc on a fait plusieurs événements dans la ville, dans ce quartier, autour de la construction, mais aussi des rencontres, des discussions sur le rôle que peut jouer une université dans son quartier. Et en fait, j'ai fait mon sujet de PFE et mémoire de recherche sur ce sujet-là, avec la proposition d'un modèle d'université qui soit territorialisé et intégré à la vie de la cité. Et à ce moment-là, j'ai rencontré le collectif ETC, donc un collectif d'architectes et constructeurs, qui s'installait à Marseille, qui nous a prêté main forte sur des événements organisés avec l'association Synapse. Et j'ai eu l'occasion en fait de les rejoindre sur un workshop en Allemagne. Et de mettre en place par la suite un double suivi sur mon diplôme avec un membre du collectif qui était aussi doctorant à ce moment-là. Donc tout était assez lié, l'activité dans Synapse pour réfléchir à ce futur IMVT, le projet de diplôme, la recherche, le début des premiers chantiers et workshops avec ETC. Et en fait, ça rendait les choses assez réalistes et palpables. Et ça m'a donné envie de faire ça dans ma pratique. Donc j'ai commencé avec un service civique dans le collectif ETC, toujours lié à Synapse et au diplôme. Et par la suite, comme il y avait une bonne affinité de travail, j'ai fait une proposition pour intégrer le collectif en tant que salarié, donc devenir membre actif du collège de salariés. Donc il n'y avait pas d'offre ou de besoin en ressources humaines. En fait, ça s'est fait assez naturellement parce qu'on avait une affinité de travail. J'ai proposé des choses que je pouvais apporter. Ça s'est fait comme ça. Ça a commencé comme ça. C'était un groupe qui ne s'était pas ouvert jusque-là, qui était constitué autour d'une dizaine d'amis et architectes issus de l'INSA Strasbourg. Donc c'était un groupe qui s'était constitué en 2019. Moi, je l'ai rejoint plus tard. Je me suis perdue. Non, je l'ai rejoint en 2015 et le groupe s'est formé en 2009. Voilà. Et donc ce groupe s'est formé en 2009 sur une idée qui était un voyage à vélo en France pour aller découvrir d'autres façons de faire l'architecture. Donc on est toujours dans le thème de la conférence. Donc on voit qu'il y a des étudiants qui se posaient aussi cette question en 2009. Et donc eux, ils ont imaginé un voyage à vélo pour aller rencontrer des acteurs qui soient représentatifs d'une fabrique citoyenne de la ville. Donc la plupart pensaient retourner en agence ensuite. Ils pensaient que ce serait juste une parenthèse, mais finalement l'expérience les a bien portés. Et ça a trouvé un écho du côté de la commande. Ils ont commencé à se consolider comme une structure professionnelle. Donc quand j'ai rejoint le groupe en 2015, on était 11 salariés membres permanents, 10 architectes et une administratrice, avec tous la particularité, c'est qu'on avait tous le même statut juridique et le même salaire. Il y avait aussi d'autres membres indépendants, des collaborateurs extérieurs qui rejoignaient le groupe au gré des projets ou au gré des besoins. Donc là, c'est un schéma qui montre une tentative de représentation du fonctionnement assez organique et autogéré de cette structure, où chacun participait en fait à l'administration, à l'économie, à la communication, à la gestion des ressources humaines et aussi toute une infrastructure matérielle bien en place avec des locaux, un atelier, des véhicules, de l'outillage. Donc c'était un fonctionnement assez total, englobant, et les frontières étaient assez diffuses entre collectifs de vie, groupes d'amis et groupes de travail. Et pour tenir cette barque à flot, il fallait tenir un rythme de projet assez conséquent. Donc on s'organisait, là on nous voit autour de la table comme on le faisait toutes les semaines pour faire le point sur nos projets en cours, pour
on avait un grand calendrier mural où on exposait voilà tous les chantiers, toutes les commandes, leur état d'avancement, les équipes qui allaient partir sur quel chantier, et puis est-ce qu'on remplissait nos objectifs pour tenir la structure à flot, payer les frais de fonctionnement et puis les 11 salaires. Et donc ça nous amenait à faire des arbitrages, à trouver des modes pour faire des choix de projets et un équilibre à trouver à chaque fois dans nos débats entre les choix éthiques, un positionnement politique, mais aussi l'enjeu de faire vivre cette structure et en étant toujours face à notre précarité économique. Parce que c'était fragile. Si un projet tombait à l'eau, ça signifiait potentiellement baisser des salaires ou mettre des gens à temps partiel. Donc c'était une source d'inquiétude qui était assez présente et qui nous guidait dans nos choix de projet, qui étaient toujours là en toile de fond. Et donc on imaginait des outils comme ça pour arriver à choisir quand on avait une sollicitation, est-ce qu'on fait ce projet ou pas. Donc on avait ce genre de schéma qu'on appelait schéma araignée avec différents curseurs, différents critères, et on voyait si le projet remplissait suffisamment l'ensemble de ces critères et si ça valait la peine qu'on s'embarque dedans. Et donc en termes de pratique, sur un peu ce qui faisait le métier à l'intérieur de ce collectif, je dirais que c'était une pratique assez décloisonnée. On était architecte, mais on a été amené en fait à adopter un panel des casquettes assez variées, parce la particularité, c'était qu'on menait les projets de A à Z, depuis l'émergence de la commande jusqu'à la livraison du projet. Et on avait des commanditaires assez variés, principalement des commandes directes, des appels d'offres publics aussi. Mais il nous arrivait aussi de monter des dossiers de financement pour des projets non soutenus. Donc on avait aussi ce rôle-là, un peu d'assistant à maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'usage, pour faire émerger de la commande et trouver des financements pour ces projets. Et ensuite, on déroule... Une fois la commande, quelle que soit son origine initiée, on déroulait différentes étapes, donc la conception, en intégrant parfois des collaborations d'autres disciplines, comme des graphistes ou des vidéastes. On intégrait aussi la notion de réemploi de matériaux, d'expérimentation sur la matière. Et puis on allait jusqu'à l'exécution, donc les plans de chantier et la réalisation nous-mêmes sur des chantiers qui étaient parfois le prétexte à accueillir des publics ou des étudiants, des publics en formation. Donc je suis restée 4 ans dans ce collectif. J'ai travaillé sur des projets de conception, réalisation de micro-architecture principalement. C'était notre échelle, c'était des petits édifices dans le paysage, des équipements publics temporaires, des scénographies, des aménagements de lieux. Donc ça forge un profil assez polyvalent, parce que ça demande à la fois d'être dans le montage de projets, de pouvoir animer des dynamiques collectives, de dessiner des ouvrages et de pouvoir les construire. Donc par exemple, ça c'est une des spécificités. Donc c'est que ce qu'on dessine et ce qu'on construit, on le fait dans un même mouvement, dans ce groupe-là. Donc ça implique qu'on dessine des choses qu'on sera capable de construire ensuite. Et plus on devient technique en construction, plus on s'équipe, plus on est capable d'aller loin et de construire des choses audacieuses. Donc la main qui dessine et la main qui construit sont assez liées. Et l'intérêt, c'est que ça nous donne la possibilité d'avoir une souplesse dans les ouvrages qui sont réalisés, parce qu'on peut décider de s'arrêter à un certain point du dessin et de laisser des éléments, des questions qui seront déterminés et qui seront choisis sur le moment du chantier. On a encore une marge d'adaptation. Donc là, c'est un exemple d'un projet de Belvédère dans un écomusée en Alsace. Donc là, le sujet qui était drôle, c'était
qu'on est parti du démontage d'une ancienne maison à colombage. Donc on a gardé certains éléments avec les assemblages traditionnels et l'idée c'était de les réemployer dans une structure plus contemporaine avec un peu de hauteur et en utilisant les moyens, les outils qu'il y avait sur place, parce que dans cet écomusée, on a eu accès en fait à des outils vernaculaires pour façonner des éléments d'assemblage, des tracteurs, des outils de sciage pour débiter des troncs sur le site qui ont servi de piliers pour élever la base de la maison à colombage. Et donc c'est un exemple de cette pratique de construction sur site avec l'implication d'étudiants en stage et en workshop parce qu'on est sur la période d'été, donc ça se prête assez bien. Donc pour moi, ça a été en fait la découverte de la construction parce que je suis entrée dans ce collectif un peu sur, au départ plutôt des sujets peut-être plus théoriques ou sociologiques. C'était plutôt ces aspects-là qui m'intéressaient sur la vocation sociale de ces travaux-là. Mais la construction, c'était le corollaire, enfin, c'était l'outil qui permettait de formaliser ça. Et moi, j'ai appris ça sur le tas. En fait, j'avais pas de prédisposition particulière. Et ce qui a été un peu délicat, c'est qu'on avait un décalage entre le groupe qui avait déjà une dizaine d'années de pratique, de construction autodidacte derrière eux, et moi qui arrivais à ce moment-là. Donc il a fallu me mettre à niveau, apprendre sur le tas aussi à mon tour, à gérer un chantier, à découper du bois, à souder, et puis à être assez à l'aise pour encadrer des gens à mon tour, à impliquer des gens sur ces process-là. Ce qu'on peut mentionner aussi, c'est que c'était un groupe essentiellement masculin, et voilà, on sait que dans notre société, on a tendance à encourager davantage les garçons dans ces pratiques-là, donc j'avais aussi un enjeu de mon côté à me prouver que je pouvais aussi m'accomplir dans ce domaine de la construction. Et j'ai pris goût. Et j'ai vu aussi tout le pouvoir et le potentiel que ça avait auprès des publics, parce que voilà, la finalité, c'était pas uniquement de construire, mais c'était comment cet acte de construire est le prétexte à engager des gens, à engager une communauté locale dans un processus qui soit le plus ouvert et partagé possible. Et le fait de dessiner, construire nous-mêmes, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça nous permettait d'avoir une souplesse pour déterminer encore des choses sur place. Et aussi de penser des systèmes assez simples qui puissent être appréhendés et pris en main par des amateurs. Et on avait aussi, en fait, on a fait une force de projet parce qu'on a développé le principe de matrice constructive. C'est-à-dire que plutôt que de dessiner un projet de façon très aboutie, on pense plutôt à un système avec des règles du jeu, des règles communes, par exemple des matériaux, des assemblages ou des volumes. Et à partir de là, on le propose comme un jeu à des groupes, et ça permet de faire une sorte d'improvisation contrôlée sur chantier, et tout en gardant un ensemble assez cohérent, le plus cohérent possible. Donc là, un exemple dans un quartier populaire à Bastia, où on propose un jeu de construction un peu sur le modèle du mécano. Et on a un ensemble de jeunes en insertion avec nous et des gens du voisinage qui viennent travailler sur ces maquettes pendant toute une première phase, jusqu'à ce que le projet se profile suffisamment pour qu'on passe à l'étape du montage. Et même pendant le montage, on continue à affiner et à préciser certains points, et tout en réfléchissant aux usages qu'on veut pour ces espaces-là, et puis on les nomme aussi, on crée en fait les futurs espaces publics et espaces communs de ce quartier. Voilà, et donc pour se prêter à ce jeu-là, ça demande d'être effectivement assez à l'aise soi-même aussi en construction pour pouvoir improviser, parce que tout n'est pas dessiné dans les détails, donc
voilà, il y a une marge de manœuvre sur place. Et c'est un équilibre pas évident à trouver, je trouve, parce que il faut trouver le bon point d'équilibre où on laisse suffisamment ouvert pour que ce soit accessible et qu'il y ait une marge d'interprétation et une marge de manœuvre sur place avec les publics avec lesquels on travaille, mais que ce soit assez cadré et contrôlé pour avoir une qualité et un résultat qui soit à la hauteur des attentes et à la hauteur de ce que les gens méritent. Donc ça, c'est un équilibre qu'on cherche, qu'on a beaucoup cherché et qu'on n'a pas fini d'expérimenter, je pense. Mais en tout cas, un sujet qui est porteur, je pense, qui mérite d'être exploré quand on en a l'occasion. Et donc, pour mener à bien tous ces chantiers, ça demandait d'avoir une base arrière, un atelier. Donc, on en a eu 2 à Marseille, un premier dans les quartiers nord et un second qui est toujours en activité, qui est à côté du boulevard Plombières, qui s'appelle les 8 Pillards. Et donc c'est un lieu qui réunit plusieurs structures. C'est un lieu pour la préfabrication, c'est là où on stocke nos outils, où on peut aussi mutualiser des outils. Donc c'est assez précieux dans cette pratique-là. Donc on a une partie des ouvrages qui étaient parfois préfabriqués, préparés en atelier. Et puis la dynamique un peu de cette pratique, c'était de régulièrement, au gré des commandes, parce qu'on se déplaçait donc au gré des prestations, parce que la plupart des projets qu'on menait étaient loin de chez nous. Et c'est ce qui nous faisait, c'est des projets qui étaient rémunérateurs et qui nous faisaient vivre parce qu'on vivait sans subvention. Donc on avait cette logique d'itinérance avec une flotte de véhicules et d'outils et où on avait ce fonctionnement d'ateliers mobiles avec des véhicules qui se sont modernisés au fur et à mesure. Et puis on voit sur un chantier à Venise où on a même emprunté la voie du bateau. Donc ça, c'est des expériences assez ça crée des souvenirs assez marquants. Et voilà, on avait cette logique vraiment de troupes itinérantes avec nos outils électroportatifs, nos longs trajets en camion où on refait le monde et nos visions s'échangent sur le collectif. Et puis on s'installe sur place avec une pratique de permanence, un peu à la façon d'une résidence, où on va habiter sur le lieu du chantier, parfois sur des temps assez longs. Et en fait, par là, on participe à la vie des lieux. Parfois, on aide les usagers qui sont sur place ou les groupes qui nous appellent à continuer à définir les programmes, à préfigurer des lieux. Et ça crée en fait des groupes, des communautés pendant le temps du chantier. Donc, ça fait des moments assez intenses où on navigue entre un peu l'euphorie d'être là, l'esprit festif qui règne aussi, parce que c'est des moments aussi où on fait beaucoup de rencontres et voilà, avec une vie communautaire assez riche. Et puis il y a aussi la fatigue physique du chantier qui s'accumule au fil des jours et il faut arriver à gérer ça. Et puis aussi les doutes sur est-ce qu'on va réussir à terminer la construction dans les temps impartis, parce que c'est une résidence avec une fin où il faut plier bagages, rentrer chez nous, revenir à la base arrière et puis préparer le chantier suivant pour repartir. Et donc pendant ces permanences, on vit sur place, on est devenu expert pour monter des campements provisoires et éphémères sur les différents lieux sur lesquels on se déplaçait, donc avec toujours les logiques de dortoir, de cuisine, parce qu'il faut il faut nourrir ses équipes, beaucoup de repas de chantier, beaucoup de moments sur place. Donc ça, c'est assez inhérent à la pratique de dessiner, construire, habiter, manger, dormir. Et donc je parlais de base arrière, donc de revenir à Marseille et revenir préparer les projets suivants. Et pour ça, on avait en fait un local en complément du
de l'atelier depuis lequel on élaborait tous nos chantiers et nos travaux. Et là, c'était plutôt un local de travail et de vie qui s'appelle l'ambassade du Turfu, qui est un lieu qu'on avait monté à la Belle de Mai. Et l'idée, c'était d'être architecte de quartier, donc d'avoir une vitrine sur rue et d'avoir une certaine forme de disponibilité pour se rendre accessible et pouvoir être sollicité par des groupes ou des assos du quartier et pour pouvoir prêter main forte à des dynamiques en cours. Donc on voit quelques exemples de chantiers menés avec des assos, des jardins partagés, des centres sociaux ou des groupes d'habitants. C'est aussi un lieu qu'on mettait à disposition pour des événements. Donc on avait cet équilibre, cette tension en fait permanente entre habiter quelque part, être architecte là où on vit, s'impliquer dans son quartier, s'impliquer dans son territoire, et puis voyager, repartir. Et c'est la tension entre ces deux actions-là qui, je trouve, nous nourrissait beaucoup. Pour annoncer un peu la fin de cette période, et parmi les questions que je me suis posées au fur et à mesure de ces interventions, c'était la question de la durabilité, parce que donc les ouvrages qu'on réalisait étaient des ouvrages souvent étaient à vocation temporaire. On s'inscrivait clairement dans les thématiques d'urbanisme tactique, d'aménagement temporaire pour occuper provisoirement des espaces le temps que soit menée une réflexion ou un projet pour un projet plus pérenne d'aménagement. Donc d'occuper un peu cet espace de latence d'entre-deux, entre des questions urbaines et un grand chantier ou un grand projet à venir. Et l'écueil de notre pratique, c'était que les modalités de maintenance et la durée de vie de ces objets n'étaient pas toujours très claires, et que c'était parfois tentant pour les commanditaires de modifier la demande en cours de route et d'essayer d'augmenter la durée de vie de ces ouvrages sans en augmenter le prix. Et donc ça crée des travers, des écueils qui font qu'on a un vieillissement ou des dégradations de ces ouvrages qui n'ont pas été prévus et pensés pour une durée de vie aussi longue. Là, on a un exemple de la mairie de Paris pour laquelle on réalise un aménagement provisoire des abords du Panthéon et qui finalement se demande si ça pourrait pas rester 3 ans ou 4 ans. Et donc ça, c'était un peu une lutte constante pour assurer que ces projets restent sur les temps courts comme c'était prévu, et de programmer du démontage. Le démontage doit faire partie inhérente de ces projets-là. Mais en parallèle, moi je me demandais comment est-ce qu'on peut aussi essayer de construire mieux et pour plus longtemps. Même avec des économies de projets frugales, comment est-ce qu'on peut attendre vers une meilleure qualité, et surtout quand on met en œuvre du bois à l'extérieur. On sait que le bois en contact avec l'eau et au niveau des piétements notamment, ça va créer des pathologies ou des vieillissements, des choses qui ne sont pas souhaitables dans l'espace public. Et moi je sentais que je me heurtais un petit peu à ces limites-là de nos ouvrages, l'économie dans laquelle on s'inscrivait, la durée de vie et puis la qualité de ce qu'on pouvait apporter en faisant nous-mêmes aussi. Pour moi, on atteignait aussi une certaine limite. Et j'ai eu envie aussi d'essayer de tendre vers une autre échelle en me posant ces questions-là. D'explorer autre chose que les micro-architectures qui pouvaient sembler peut-être un peu répétitives à la longue, et puis voir comment on pourrait dessiner peut-être plus grand, plus durable, et avec des artisans qui savent mieux construire. Et j'ai eu cette envie-là d'essayer de m'affirmer plus dans une casquette de conceptrice et dans des temporalités de projets plus longues. Donc c'est à ce moment-là que j'ai quitté le collectif pour partir me former sur la construction bois dans une école qui est spécialisée en ingénierie bois. En fait, j'avais envie à la fois de valider un peu les acquis, un peu l'expérience que j'avais eue dans le collectif, mais aussi de me sentir plus légitime à travailler sur d'autres échelles par la suite.
Donc j'ai intégré ce master-là, qui est un master spécialisé, qui s'appelle Architecture, Bois et Construction, qui est dans une école qui est située dans les Vosges, à Épinal, et ce master, il a pour particularité de mêler des étudiants, des jeunes diplômés, donc c'est post-diplôme en architecture et en ingénierie, et aussi des étudiants en construction bois, en ingénierie bois de cette école. Donc on a ce trio-là avec un tronc commun, des projets, des ateliers, des workshops, et après des unités qui sont adaptées plutôt aux archis, plutôt aux ingés, parce qu'on ne part pas des mêmes connaissances. Donc j'ai eu des cours sur la filière forêt-bois, la sylviculture, les techniques de mise en œuvre du bois, les essences, l'anatomie de ce matériau. Le but pour moi, c'était de connaître aussi tout le panel d'essences qui était à notre disposition, parce que dans le collectif, les temporalités, les budgets faisaient aussi qu'on avait tendance à aller dans un systématisme de utilisation de bois industriel ou toujours les mêmes essences et pas forcément utilisées au bon endroit. Et donc là, l'enjeu, c'était d'arriver à faire des choix plus éclairés, plus conscients, et en connaissant mieux le comportement de ce matériau. Et donc en complément de ces cours-là, il y avait une partie donc d'atelier qui nous permettait de nous confronter dans le travail entre architectes, ingénieurs et ingénieurs bois. Et donc un exemple d'un des projets menés au cours de l'année, c'était une réflexion sur la reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris, donc qui était vraiment un exercice, un cas d'école parfait pour entrer dans le sujet de la charpente traditionnelle, connaître les assemblages, l'utilisation de ces essences, et puis se positionner comme concepteur dans le cadre d'une reconstruction. Et donc ce que j'ai trouvé intéressant dans le projet qu'on a mené en équipe, donc on était 2 architectes, 2 ingénieurs et un ingénieur bois, c'était de voir comment on se positionnait ensemble, comment on s'est répartis assez naturellement les rôles dans le projet, et on était tous impliqués dans le projet dès le départ, ce qui est, il me semble, assez rare ensuite dans la pratique professionnelle. Donc là, dès le début, on imagine une solution. Donc nous, avec mon équipe, on a opté pour une solution de consolidation avec un maillage sous la structure pour consolider la charpente fragilisée. Et on a vu que naturellement, les architectes nous, on allait plutôt proposer ces solutions-là de maillage, les dessiner. Et puis, l'avantage d'avoir des ingénieurs dans notre équipe dès le début, c'était qu'ils pouvaient confronter tout de suite nos propositions pour les passer sous des logiciels de calcul et puis voir la déformation de nos pistes, et puis nous dire ce qui marchait pas, et puis on pouvait faire des allers-retours comme ça pour reprendre la conception jusqu'à trouver un optimum entre le dessin et le comportement mécanique et la performance de ces renforcements qu'on allait proposer. Et il y avait aussi une logique paramétrique qui m'a beaucoup intéressée, où on utilisait en fait un plugin qui s'appelle Grasshopper, que j'ai trouvé assez puissant dans la conception de charpente, parce qu'on pouvait, à partir de ce dessin de ferme et de ce profil, optimiser la quantité de matière, quelle essence pour quel poids donné, pour quel objectif, et puis quel anthrax pour maintenir la charge identique à l'existant. Enfin, voilà, un ensemble de paramètres qui nous permettaient de jouer sur le nombre de pièces, le choix d'essence, la densité de notre maillage. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, et on a eu donc après une autre expérience plus amusante, plus de terrain, avec un workshop qui s'appelle les défis du bois. Donc c'était un peu la continuité du collectif ETC, mais avec là un enjeu qui était donc de travailler entre architectes, ingénieurs et compagnons charpentiers. Donc c'est le 3e élément qui est venu compléter
ce groupe pendant cette expérience-là. Et ce qui tient vraiment à cœur et ce qui est au cœur de cette école, c'est de penser préfabrication, industrialisation. Et ça différait aussi des chantiers que j'avais pu connaître avant, où on était beaucoup dans la fabrication in situ, dans le sur-mesure. Et là, je découvrais en fait une autre approche du bois, où tout demande à être très dessiné, au contraire, à être optimisé par rapport aux outils. Donc l'école a cette particularité d'avoir une grande halle industrielle, donc on a des machines professionnelles, industrielles, donc c'est dessiner aussi nos angles, nos modules en fonction des machines et d'automatiser, de robotiser un maximum. Donc là, c'est un ouvrage, voilà, l'exercice c'était de faire une petite cellule pour un bivouac en nature et qui soit démontable, transportable et étanche, avec une quantité de matière limitée. Donc ça a demandé aussi d'optimiser à la planche près le dessin. Et donc on voit sur le moment de la réalisation où on utilise ces machines de tronçonnage, d'usinage, de découpe à 5 axes et ça nous donne des possibilités formelles qui n'auraient pas été possibles autrement avec de l'outillage peut-être plus rudimentaire. Et donc on s'exerce aussi toujours cet exercice de dessin d'exécution et dessin plutôt d'usinage et de chantier avec des feuilles de débit, des feuilles de coupe pour réussir à terminer l'ouvrage dans les temps impartis, parce que ça s'appelle Défi du bois, parce qu'on a très peu de temps pour réaliser cet ouvrage-là. Et donc on fait un pré-assemblage en atelier, en modules séparés. Et puis très vite, on transporte, on sort l'ouvrage, donc ça rentre dans des gabarits routiers, et puis on assemble sur place. Donc c'est assez représentatif, je trouvais, de l'état d'esprit de cette école-là et de cette formation, et ça différait de ce que j'avais pu connaître avant, où on est dans des logiques d'automatiser et d'industrialiser au maximum. Et donc pendant cette formation, il y avait une petite période de stage aussi que j'ai profité d'aller faire dans une agence d'architecture, ce que j'avais pas encore connu finalement. Et donc j'ai choisi une agence qui travaillait avec le bois, mais le bois en association avec d'autres matériaux comme la terre ou la paille. Et je trouvais ça intéressant d'aller vers ça, de pas rester bloqué sur le bois comme monomatériau, mais de voir comment il pouvait être intelligemment associé avec d'autres matières et utilisé à bon escient au bon endroit. Donc ce que fait cette agence-là, qui est située en Loire-Atlantique, c'est qu'elle utilise plutôt le bois en ossature et ensuite elle fait du remplissage avec des briques d'adobe ou du chaux-chanvre par exemple. Et ce que je voulais vous montrer avec ce stage-là, c'était un projet particulier qui m'a fait encore réfléchir et évoluer sur ce questionnement sur le rapport entre architecte, ingénieur, artisan. Donc c'était un projet assez inédit où c'était un charpentier qui était mandataire. Donc il avait les rênes sur la conception et réalisation de pavillons chinois pour un parc à Rennes. Et donc c'était intéressant de voir comment en fait c'est le charpentier qui initie le dessin, qui dessine à l'encre, à la main, et qui sélectionne son bois en forêt. Sans qu'il y ait encore eu de dessin d'architecte ou d'études d'exécution. Il a déjà une idée des volumes, de la taille des pièces de bois dont il va avoir besoin, de la façon dont elles doivent travailler en fonction de ses assemblages. Et pour ça, il va... donc là, on travaillait avec la ville de Rennes, donc on avait accès à une forêt domaniale juste à côté du parc dans lequel allaient s'installer les ouvrages. Et donc le charpentier va directement identifier les arbres qu'il souhaite utiliser en fonction de leur rectitude, du diamètre du tronc, et basé simplement sur ces premières esquisses préliminaires. Le débardage se fait à cheval, donc on est vraiment dans un circuit ultra court. On scie le bois quand il est encore vert à proximité du chantier, chez les services techniques de la ville.
Donc là, on voit le charpentier qui trace ses gabarits, les sections dont il va avoir besoin pour son ouvrage, en les positionnant dans des endroits stratégiques de la grume pour que ça fonctionne, pour que mécaniquement le bois travaille correctement. Et on vient ensuite scier sur place. Donc là aussi, on règle, on calibre la machine à demande, où on commande au scieur tel et tel nombre d'unités de telle section. Donc ça change complètement le rapport que j'avais pu avoir avant, avec des bois plus industriels qu'on commande sur catalogue, en bâton, tout près. Mais là, on a cette possibilité de créer ces sections sur mesure, et puis on conscientise mieux aussi l'usage de la matière, parce qu'on sait que prélever un arbre, on prend toute la conscience, toute la mesure de ce que ça implique, et donc je trouvais que ça rendait plus intelligent aussi dans les choix de projet, pour optimiser la matière et la façon dont les éléments vont travailler entre eux. Et donc c'est que ensuite que l'architecte entrait en jeu. Donc moi, dans cette agence, on m'avait confié la traduction des esquisses du charpentier en dessin d'architecture, notamment pour des questions de dépôt de permis de construire. Mais en fait, j'étais vraiment dans une position où je traduisais l'intention du charpentier dans un dessin architectural, et pas l'inverse. Et essayer de comprendre, d'interpréter ces assemblages, où il nous envoie des références, des photos de prototypes, et puis on traduit ça dans des schémas pour ensuite pouvoir transmettre au bureau d'études structure la façon dont ça va travailler. Et donc c'est le bureau d'études intervient après et met aussi la main à la pâte, vient dessiner, vient proposer des assemblages, et vient juste en fait conforter ou valider certains choix ou certaines intuitions qui avaient été faites par le charpentier. Donc là aussi, ça se passe dans l'autre sens par rapport à ce qu'on peut attendre d'un projet, il me semble, d'habitude, où l'artisan vient exécuter en fin de chaîne. Et là, on est plus une équipe au service de l'artisan pour lui permettre de réaliser son projet dans les bonnes conditions et avec toutes les assurances nécessaires. Donc on vient juste lui confirmer que le nombre de chevilles qu'il avait prévu et les dimensions qu'il avait prévues sont viables. Et il se trouve que ses intuitions étaient bonnes. Et donc là, on voit son travail de taille in situ, avec des assemblages qui sont assez poussés, plus poussés que ce que j'avais pu pratiquer dans le collectif ETC. Donc je trouve que c'est intéressant. Moi, ça me remet en question. Ça montre aussi que faire sur site n'est pas incompatible avec un certain niveau de technicité ou de maîtrise du travail du bois, et que faire avec un ingénieur et un artisan n'est pas incompatible avec le fait de se laisser une marge de manœuvre dans le projet, puisque là on voit que le projet il s'est fait un peu dans le désordre en termes de phasage. On a une esquisse, on scie du bois, on fait les études d'exécution à la fin, alors que le chantier a déjà commencé. Et finalement, c'est avec la bonne coordination et le bon échange entre tous ces acteurs que ça fonctionne. Et je pense que le fait que tout le monde soit impliqué au même niveau, sur un pied d'égalité très tôt, ça a beaucoup d'avantages pour le projet. Voilà. Et je vais juste terminer avec le poste actuel que j'occupe. Donc, une fois terminée cette formation dans les Vosges et ce stage en Bretagne, je reviens dans le sud et je cherche un peu la suite. Je cherche du travail. J'ai pas retrouvé d'agence ou de pratique qui serait similaire à l'atelier Bel Enfant d'Aubas que j'avais apprécié. Finalement le hasard m'a amené vers une autre type de poste par rapport à ce que j'avais imaginé, d'aller plutôt en agence et de me spécialiser dans la construction bois. Et en fait, je tombe sur une annonce sur les réseaux, sur Instagram,
pour un poste de chef de projet pour la production et la mise en œuvre de matériaux. Donc je suis assez interpellée par cette annonce-là parce c'est la première fois que je tombe sur une annonce d'emploi qui mélange autant d'aspects qui m'intéressent, mais que j'arrivais pas à regrouper dans le même dans la même casquette. J'avais l'impression que je devais toujours choisir entre soit passer côté artisan ou côté concepteur, et que c'était difficile de mélanger les deux, ou alors que ça avait ses limites, comme dans le collectif ETC. Et là, je vois un peu une fenêtre pour mélanger recherche, développement, design, matériaux soutenables, de la coordination de projet, et être en lien avec des spécialistes, avec des artisans, des ingénieurs, et coordonner de la mise en œuvre. Donc je saute sur l'occasion et donc je commence ce travail-là, donc dans un environnement qui est assez plaisant, assez foisonnant. Donc c'est un atelier qui mélange des designers principalement, mais aussi des scientifiques et des biologistes. Donc qui est situé à Arles. En fait, l'atelier Luma, c'est un programme de la Fondation Luma à Arles, qui est une institution plutôt orientée sur la culture et l'art. Et là, c'est un programme qui vise à explorer des solutions, des matériaux innovants à partir des ressources naturelles de la région de Camargue. Donc j'arrive dans cet environnement-là, qui est une équipe du coup assez jeune, assez féminine aussi, ça me change. Et donc je prends mon poste sur un sujet qui est l'O8, donc qui est un bâtiment qui est la maison de l'atelier Luma, qui est le futur locaux, ateliers de travail et lieux d'accueil pour cet atelier. Et donc c'est la rénovation d'un bâtiment ancien sur le parc des ateliers à Arles, une ancienne architecture des chemins de fer. Et donc il y a un projet qui a été pensé comme un sujet d'expérimentation sur une manière de penser l'architecture à partir de ressources, de coproduits ou de sous-produits de la région, avec des techniques qui soient soutenables, qui soient basées sur les savoir-faire locaux. Et donc pour ce projet-là, il y a trois structures qui sont réunies depuis 2018. Donc c'est Assemble Studio, qui sont des Londoniens, BC Architects, qui sont de Bruxelles, et l'atelier Luma, avec la casquette à la fois de futurs usagers, mais aussi de designers et de directeurs artistiques du projet. Donc moi, j'arrive dans ce contexte-là et on me confie la coordination entre le prototypage de ces matériaux, de ces échantillons, et leur mise en œuvre sur chantier. Donc, juste pour recontextualiser un peu ce projet, donc le principe, c'est d'avoir une approche biorégionale, c'est-à-dire que le projet soit spécifique à un contexte environnemental et culturel, avec un bâtiment qui réponde à ces conditions-là et qui utilise ces ressources. Et de considérer aussi le chantier de construction comme un espace de test pour de nouveaux processus et de nouveaux matériaux. Et ce projet de rénovation, de réhabilitation, il s'appuie sur des précédents parce que avant ça, l'atelier Luma, qui est installé depuis 2016 sur le parc des ateliers, a déjà commencé à explorer sa région, à rassembler, à cartographier des connaissances sur les matériaux et les ressources. Par exemple, la paille de riz, qui une fois récoltée, on a en fait des tiges qui sont brûlées sur place dans les champs, donc qui constituent un coproduit qu'on peut potentiellement valoriser dans la construction. Même chose pour le tournesol, dont les têtes sont récoltées pour la production d'huile, mais les tiges restent dans le champ et deviennent un déchet de l'agriculture. Et on a aussi les marais salants qui sont qui permettent de cristalliser du sel pour produire des objets et de la matière. Donc l'équipe d'architectes BC, Assemble et Luma s'appuie sur ces précédents et vient compléter la recherche avec des investigations dans le territoire. Par exemple,
on est allé explorer différentes carrières pour voir quels seraient les coproduits, les sous-produits de ces exploitations-là. Donc on découvre à Fontvieille de la poussière de pierre qui est issue de l'usinage de la pierre. On rencontre aussi des démolisseurs. On a des grands gisements de déchets de construction à Nîmes. On a aussi beaucoup d'argile régionale, et c'est une argile ici qui est à Valabrix, qui est un sous-produit en fait de l'exploitation du sable. Et donc on collecte en fait ces différentes matières et on met en place des résidences de recherche pour voir comment on peut les valoriser, les utiliser, en faire des matériaux de construction. Donc on travaille directement sur site. Ça s'accompagne du travail de conception, enfin de programmation et de conception de ce bâtiment. Et on voit, on identifie à quel lieu de ce bâtiment-là il serait le plus pertinent d'utiliser quelles ressources. Donc chaque résidence donnait lieu à des restitutions avec à chaque fois des panels d'échantillons et puis des validations. C'est un projet qui implique beaucoup d'acteurs, beaucoup de strates décisionnaires, et ça c'est aussi notre travail à Atelier Louma, c'est de coordonner tous les intervenants du projet et faire en sorte que le projet avance et d'avoir les validations nécessaires à chaque étape. Donc voilà, passer cette étape d'inventaire, de cartographie, de collecte, on passe à l'étape du prototypage à grande échelle pour tester le comportement de ces matériaux et leur potentiel dans des ouvrages construits. Donc là, par exemple, à l'échelle d'un mur, avec donc un mélange à base de différents minéraux et déchets pour constituer des murs en pisé et en briques de terre compressées. On verra le lien ensuite avec Timour sur Atelier Cara qui a travaillé sur ce projet-là. En notre prototypage, donc on explore une façon de réutiliser les tuiles déposées de la toiture dans un terrazzo. Donc soit scier, déposer sur la tranche pour créer un motif ou broyer. Les argiles, donc les différentes argiles collectées, on en sélectionne une qui est assez porteuse pour explorer un projet de céramique avec une mise en forme de l'argile et puis un travail d'émaillage aussi avec des cendres, avec des émaux naturels. Une exploration aussi sur la manière de préserver le bois, de le teinter en utilisant des pigments comme l'indigo ou la spiruline. Donc on voit les différents échantillons de tests aux UV. Ici aussi une valorisation des coproduits de carrière. Donc c'est des carottages qui sont pas exploités par les carriers et qu'on réutilise ici dans des mobiliers de salle de bain pour faire des vasques. Donc chaque prototypage est aussi l'occasion d'aller rencontrer des artisans et des savoir-faire sur lesquels on va pouvoir s'appuyer ensuite pour le chantier. Donc c'est d'assez belles collaborations à chaque fois entre designers, architectes et artisans. Voilà, d'autres prototypes sur l'utilisation du tournesol, donc de la fibre de tournesol en panneaux de revêtement mural, en panneaux de correction acoustique. Même chose, mais version enduit projeté, avec la moelle de tournesol qui est utilisée en projection sur des murs isolés en bottes de paille. Voilà, une autre version en paille longue, plutôt mélangée avec du liant minéral et compressée dans des panneaux. Donc on explore tout ça, on présente ces prototypes, on les fait valider par les directeurs artistiques et par Maya Hoffman qui pilote Louma Arles et qui a à cœur de suivre toutes les étapes de ce projet et de maîtriser aussi son déroulement. Et une fois qu'on a sélectionné tous les éléments, tous les ingrédients qu'on allait mettre dans ce bâtiment, et donc on les relie avec des process de fabrication. Donc qui va pouvoir broyer la fibre, mélanger la terre, préparer les mixages. Donc on va rencontrer différentes
on va engager différentes entreprises locales ou plus éloignées quand c'est nécessaire, quand les savoir-faire sont pas présents localement. Et c'est aussi l'occasion de faire du transfert de compétences, où on voit par exemple le projeteur d'enduit qui va pouvoir former le tailleur de pierre local. Voilà, ça donne lieu aussi à des chantiers d'insertion avec une asso qui s'appelle Le Village. Donc voilà, un petit schéma avec tous ces acteurs impliqués à différents moments de l'exécution. Et le fait de voir le chantier comme un lieu où on expérimente et où on prototype, c'est aussi l'occasion de partager ça, de mettre ça en partage et de transmettre avec des publics, avec des professionnels ou des étudiants, et de proposer donc des workshops qui mêlent les prototypes en cours de réalisation, les artisans avec lesquels on les réalise, et de s'initier ensemble à ces techniques-là pour que ça puisse, si possible, infuser un petit peu dans le territoire autour et perdurer après cette expérience-là et se poursuivre dans d'autres projets. Donc, par exemple, on a eu des workshops sur l'utilisation des fibres dans la construction, des workshops sur la construction en terre crue, sous forme de pisé ou sous forme de briques. Et donc, en parallèle, le chantier suit son cours parce qu'il y a donc des enjeux de terminer, de livrer dans les temps et qu'on puisse inaugurer et puis prendre place parce qu'on était en occupation temporaire d'un espace et le but c'est que l'atelier de l'UMA puisse s'installer rapidement. Donc il y a une partie de grosses œuvres qui avance pendant que la partie de recherche et développement se poursuit sur d'autres éléments. Donc on voit ici certaines recherches prennent place dans le gros œuvre comme les murs en pisé. Et certaines recherches prennent place dans ce qu'on a appelé des éléments intérieurs qui sont plutôt de l'ordre de l'accessoire ou de la finition intérieure, avec ces jeux de différents panneaux en paille de riz, en fibre de tournesol, ces mobiliers en pierre, différents moyens de faire des finitions aussi, des préservations sur le bois avec des traitements avec des pigments, des huiles végétales ou de la céramique émaillée pour les cuisines et les salles de bain. Donc pendant que le chantier de gros œuvres suit son cours, il y a une liste, en fait, une quinzaine d'éléments comme ça qui est confiée à Atelier Luma pour un développement en interne par les designers. Et c'est de cette partie dont je m'occupe toujours plus précisément. Donc pour donner un peu les coulisses de ce en quoi ça consiste, pour vous permettre peut-être de vous faire une image plus concrète, ça demande, en fait, dans ma position d'architecte au sein d'un atelier de design, j'étais à l'interface entre tous les acteurs de la maîtrise d'œuvre de ce projet-là, et donc j'étais en lien étroit avec l'architecte d'exécution pour implanter plus finement ces différents matériaux dans le dessin des bâtiments et voir comment on va calpiner les panneaux au mur, comment on va pouvoir jouer avec et optimiser les quantités. Donc ça donne lieu à beaucoup de mon côté de quantitatif pour savoir combien on doit produire de chaque matériau, comment on utilise au mieux les chutes, comment on peut les orienter pour optimiser les choses. Et puis je suis en lien aussi étroit avec l'OPC, donc la personne qui dirige ce chantier et qui tient le planning et aussi le budget. Et donc c'est quelqu'un avec qui je dois travailler en étroite collaboration parce que nos livraisons, enfin nos éléments intérieurs de l'atelier Luma doivent intervenir à des moments précis dans le planning de chantier pour ne pas retarder d'autres corps de métier. Donc j'ai un peu cette pression-là qui est de à la fois mener une recherche et développement sur des matériaux qu'on ne connaît pas et dont on ne peut pas prédire les résultats ou la réussite, mais à la fois m'engager pour dire qu'on sera bien capable de livrer à une date donnée. Et si jamais c'est mal engagé ou ça ne réussit pas, de pouvoir prévenir suffisamment en amont pour qu'on puisse trouver un plan B, une alternative, mais en tout cas ne surtout pas retarder le chantier. Donc moi, je fais cette passerelle entre
la conduite de travaux et la pression et ce rythme de chantier, et puis les designers où on m'indique en fait différents chefs de projet responsables pour chaque matériau, et je dois leur donner à chacun en fait les échéances et puis construire avec eux toutes les étapes qui sont nécessaires pour développer leur produit jusqu'à cette échéance. Et ce qu'on voit, c'est qu'on part parfois d'assez loin parce qu'il faut prendre depuis le début, formuler un produit, trouver la bonne recette, faire des échantillons, faire des prototypes, les faire valider, mener des essais, de la caractérisation, et puis organiser une production parce qu'on n'a aussi pas toujours les lieux prêts pour cette production. Donc on voit voilà, un petit exemple de planning qui se construit avec les designers pour honorer ces délais de chantier. Et donc en parallèle, j'ai aussi pris en charge le côté essai et caractérisation parce qu'on est dans un contexte assez inédit et privilégié où on n'a pas d'obligation très poussée en termes normatifs, mais on a des impondérants, voilà, des incontournables qui sont le feu, la mécanique, comment on va fixer ces éléments, comment on s'assure qu'ils vont pas tomber, pas causer d'accidents. Et puis l'acoustique aussi, notamment sur les panneaux, s'assurer qu'ils sont suffisamment performants pour quand même répondre aux enjeux de confort pour l'utilisation de ces locaux-là. Donc c'est un boulot que je fais en lien avec des laboratoires comme le CSTB et puis des bureaux d'études comme le CRI de bois qui est spécialisé dans le bois et les fibres. Donc c'est échantillonner, envoyer ces échantillons et puis suivre les résultats pour avoir les bons classements au feu dans les temps pour qu'on soit sûr de pouvoir installer aussi ces matériaux dans le chantier. Un autre de mes rôles, donc, c'est le suivi de production. Donc une fois que les essais, surtout une fois qu'on a laissé feu, c'est un peu le feu vert pour lancer la prod. Ça arrive qu'on la lance avant, on se fait des petits frissons aussi. Et voilà, et s'assurer que la production suit bien son cours, que la cadence est bonne, que la qualité est là et qu'on va pouvoir livrer dans les temps. Donc on a différents formats pour la production. Il y a certains éléments qu'on produit en interne, dans l'atelier. Certains éléments, on va s'appuyer sur des filières extérieures. Mais pour les panneaux, par exemple, les filières n'existent pas. Donc, il faut monter des chaînes des mini-unités de production sur mesure pour le temps du projet. Donc là, par exemple, pour des panneaux en paille de riz, on s'appuie sur une association de réinsertion par l'emploi qui est dans le Luberon et donc qui s'est fabriqué ces outils, sa presse. Donc on est sur une fabrication très très artisanale pour ce panneau-là. Et pour un autre panneau, on a testé un autre mode un peu plus mécanisé où là on utilise une bétonnière, une presse hydraulique et on a une équipe d'ouvriers qui est sur place. Donc là ça se passe sur le site même, sur le chantier. On a une production en continu, ça fait un peu plus d'1 an qu'on a produit 1 millier de panneaux avec différentes formes, différentes épaisseurs, différentes pigmentations. Voilà. Ensuite, il y a la partie aussi étude d'exécution. Donc, je suis intégrée dans les discussions où même je sollicite les discussions sur la façon dont vont être mis en œuvre ces éléments. Donc, penser les détails constructifs qui vont permettre de les intégrer correctement dans le bâtiment. Donc là, on voit un exemple d'études menées avec un bureau d'études structure et puis l'entreprise de charpente qui va prendre en charge l'installation de ces produits. Et voilà, où on réfléchit ensemble à un système pour pincer en fait ces panneaux dans des systèmes de profilés bois qui fonctionnent comme des couvre-joints et donc qui nous permettent d'éviter les fixations par vis, ce qui présente l'intérêt de pouvoir être démontable. Donc on met en œuvre c'est des séries de réunions comme ça, on vise les dessins d'exécution, des prototypes. Donc c'est assez intéressant pour moi d'être dans cette position-là
Et c'est peut-être assez atypique parce que je dessine pas moi-même. Je mets autour de la table des personnes qui peuvent le faire et je m'assure que les choses se déroulent bien et que le résultat sera celui attendu. Et c'est un peu peut-être une position de direction artistique. On pourrait comparer ça comme ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est que je peux convoquer en fait à ces différents moments des compétences ou des expériences que j'ai eues avant. Le fait d'avoir travaillé sur chantier, ça me permet de mieux me projeter dans la mise en œuvre, dans la réalité aussi de l'artisan en termes de pratique ou d'outillage. Le fait d'avoir fait un passage en école d'ingénieur, ça me permet de parler le vocabulaire avec les bureaux d'études structure, de pouvoir parler de fixation, de système d'attache, de termes techniques, de termes d'assemblage. Donc je m'épanouis pas mal là-dedans. Ça me plaît de pouvoir naviguer un peu entre tous ces acteurs et parler les différents discours, et puis refaire la bascule avec l'atelier de design dans lequel je me trouve, où là on a plus aussi un discours sur le récit, sur la philosophie, ou sur la philosophie du projet, ou sur l'esthétique, parce qu'il y a un haut niveau d'exigence en termes de qualité et d'apparence. Donc voilà, dans le suivi de la mise en œuvre, il y a ensuite la bascule entre les études d'exécution et puis l'installation sur site, où il y a une partie de suivi de chantier chaque semaine pour veiller à ce que l'installation se passe bien, que les matériaux soient correctement utilisés. Ça demande aussi de sensibiliser les entreprises qui parfois sont pas habituées à utiliser ces matériaux-là. Là, on avait par exemple une entreprise de plaquistes, donc plus traditionnelle, qui doit travailler avec un matériau biosourcé, fragile, encore expérimental. Donc ça demande de les sensibiliser aussi aux soins, à la nécessité d'apporter du soin à ces matériaux-là. Donc c'est intéressant d'être aussi présent à toutes ces étapes. L'expérimentation se fait encore dans la mise en œuvre. On voit ici que sur d'autres panneaux en paille de riz, pour une pose en faux plafond, on a encore une partie où on demande à l'entreprise de sélectionner les panneaux, de les étaler au sol et de faire des compositions par couleur, parce que comme on est dans une production très artisanale, on maîtrise pas, on n'a pas un rendu homogène, donc il y a encore un travail de sélection de l'artisan derrière pour trouver les meilleures combinaisons de teintes, mettre de côté ceux qui auraient des défauts. Donc c'est important d'être présent aussi à ce moment-là pour pas louper ces étapes et éviter d'avoir des panneaux mal fabriqués ou endommagés qui sont installés sur site. Et on intervient aussi dans les choix de fixation, dans un cas où on a des profilés bois avec couvre-joint pour pincer les panneaux. Ici, en faux plafond, on est en pose plus classique, vissé dans des fourrures métalliques, mais on a choisi ces vis. On a mené des études avec des bureaux d'études pour tester différentes références de vis, voir lesquelles se comportent le mieux à l'arrachement, au déboutonnage. Donc c'est l'expérimentation jusqu'au bout. Et voilà. Et pour conclure, donc c'est un bâtiment qui sera bientôt inauguré au printemps prochain, au mois de mai. Vous serez bienvenus pour venir le visiter et en savoir plus sur ce projet. Je fais juste une petite parenthèse où d'ici là, toutes les images que je viens de montrer, je vous demanderai de les garder pour vous si vous avez pris des photos, parce que la fondation souhaite garder la surprise pour l'inauguration. Donc toutes les images de chantier que je viens de montrer sont pour le cadre de cette salle et pour les partager avec vous, mais on ne peut pas encore les montrer au-delà. Voilà, je vous remercie. J'espère pas avoir été trop longue.